J'ai peut-être la chance de faire des essais avec l'équipe de France. Je vais aller à Notre-Dame dans environ un mois. Donc c'est bon, la vie elle est belle. J'ai juste à continuer de travailler et tout va bien se passer. Et ouais, je pense que la vie va vite rattraper après. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un épisode spécial de votre podcast adoré, Super Humain. Qui dit épisode spécial dit format vidéo et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Eric Katenda parmi nous. Vous le connaissez sûrement, il a fait une très belle carrière universitaire aux États-Unis et aujourd'hui il est basketteur professionnel. Il a notamment foulé les parquets du championnat de France avec le club du Portel en Deep Elite. Salut Eric, comment tu vas Eric? Ah, écoute, ça va. On essaie de rester actif malgré le confinement, ce qui est actuellement présent à Paris et sur mon adresse de la France. Donc on va commencer par parler un petit peu de ton parcours, en commençant par tes débuts. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé, quand et comment tu as commencé le basket? J'ai commencé le basket dans un club parisien, le PBR, le Paris Basket Racing, qui n'existe plus maintenant, qui est devenu le Paris Levallois. J'avais quel âge à l'époque? J'avais 10 ans. C'était ma première année dans un vrai club. Enfin, auparavant, j'étais dans un centre de loisirs. Mais après, je ne sais pas si on peut compter ça comme un début de carrière. Mais oui, j'ai commencé dans un centre de loisirs juste pas très loin d'ici, là, à Château-Landon. Et c'est par là que j'ai commencé. En 2011, après ton année de seconde en France, tu as décidé de partir aux États-Unis pour aller suivre un double cursus scolaire et sportif. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller aux États-Unis? Ouais, comme je te l'ai dit juste avant, je me suis vite approprié la culture américaine à travers YouTube et les vidéos qu'il y avait en ligne et à travers le basket. Et je savais que bon, ils étaient en avance sur le basket français. Donc ça a toujours été un but pour moi d'y arriver. Juste d'être là-bas pour pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs de mon âge. Et avec le fait qu'en France, j'ai pas été sélectionné pour le Pôle Espoir à l'époque et pour l'INSEP, bah, je l'ai un peu mal pris. Ça m'est resté en travers de la gorge, donc j'ai dit, bah, tu sais, je vais trouver un moyen de m'en aller et de me prouver là-bas et de faire regretter aux gens d'ici de ne pas m'avoir sélectionné. Et c'est un peu cette mentalité que j'ai laissé grandir en moi et qui m'a ultimement permis de me retrouver là-bas, je pense. Et tu parlais des meilleurs là-bas et finalement tous tes efforts ils ont payé, ton choix il a payé puisque tu t'es retrouvé 27e de la top recruiting class pays. Donc pour tous les jeunes joueurs qui allaient intégrer des universités américaines, tu faisais partie des meilleurs du pays. Quel sentiment ça t'a fait? En France, voilà, il y a certaines portes qui se sont pas ouvertes et finalement aux États-Unis, tu es parmi les meilleurs dans la meilleure nation basket du monde. Bah, c'est surréel, surtout à cet âge-là, je devais avoir 17 ans à l'époque. C'était plus une vision de ah oui, je vais essayer d'être le meilleur, je vais essayer d'être le meilleur. Et quand tu vois ton nom classé avec une liste de noms américains, et tu dis que à la base, tu es juste un petit Parisien qui a commencé au Paris Basket Racing. Ouais, tu n'y crois pas. Et quand tu commences à te rendre compte, tu penses que. Et c'est un peu vicieux à un côté, tu penses que tu es mieux que les autres. Et j'ai commencé à avoir cette mentalité enfin, ce sentiment de supériorité où j'ai commencé à devenir un peu trop un but de moi-même. D'accord. Et ouais, je pense que la vie m'a vite rattrapé après. Tout à l'heure, 2011, c'est une année qui a marqué ta vie, l'été 2011 plus particulièrement. Donc juste avant d'intégrer l'université de Notre-Dame pour laquelle tu avais signé, il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots s'il te plaît? Le 4 juillet 2011, c'est l'année où j'ai perdu la vision dans mon œil gauche. C'était un après-midi lambda où j'étais à la maison, je m'ennuyais, j'ai pris ma balle et je suis parti shooter au parc. Il y a eu deux jeunes qui sont passés, qui étaient de passage, qui m'ont demandé s'ils pouvaient jouer avec moi. Donc je me suis dit pourquoi pas, venez, on prend quelques tirs ensemble. Et ils se sont mis à jouer en 1 contre 1. Et je les ai laissés. Moi, j'étais sur mon téléphone, je les ai laissés, ils le 1 contre 1. Et j'étais juste sous le panier.
pendant qu'un des deux est venu au lay-up, mettre un double pas sur le panier, pendant que son ami essaie de le rattraper pour le contrer. Et moi, en entendant le bruit des pas arriver, je me suis retourné et j'ai levé les yeux vers le panier pour voir ce qui se passait. Et la deuxième personne qui essayait de contrer son ami a réatterri sur moi en me tapant dans l'œil avec sa main droite. Et à ce moment-là, j'ai juste ressenti une grosse douleur, mais je me suis pas rendu compte que j'avais perdu la vie à ce moment-là. Je me souviens juste d'avoir ressenti une grosse douleur. Donc je me suis mis sur le côté, j'ai fermé les yeux pendant peut-être une minute parce que j'avais vraiment mal. Et au moment où j'ai réouvert mes yeux, je me suis rendu compte que je voyais plus, je voyais que d'un côté. Donc j'ai essayé de rester calme, de relativiser, j'ai cligné des yeux peut-être une centaine de fois, j'étais juste comme ça, ils me demandaient mais qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont regardé, ils m'ont demandé si ça allait, j'ai dit bah je pense, ça devrait passer. Ils m'ont dit t'es sûr? J'ai dit oui, non, allez-y, continuez à jouer. Je suis resté sur le côté, je continuais à cligner des yeux, j'ai essayé de voir si je revoyais et aucun signe de vision, aucun signe de lumière, rien. C'était juste complètement noir. Donc au bout d'une dizaine de minutes, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me dis bon, ça fait plus de 5-10 minutes que je vois rien. J'ai dû récupérer ma balle et je suis rentré à la maison. Et en arrivant à la maison, je me souviens m'être regardé dans le miroir et j'ai vu mon œil complètement fermé et qui était gonflé et qui faisait peut-être la taille d'une balle de golf. Et à ce moment-là, j'ai complètement... oui, non, je ne savais plus où j'étais. Je me suis juste mis à pleurer, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis mis à avoir appelé ma tante, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle quitte Enfin, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle rentre à la maison sur le champ, il fallait qu'elle rentre, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. On a appelé les urgences et le docteur m'a dit qu'ils avaient fait plusieurs tests, mais qu'ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l'arrière de l'œil. Parce qu'il y avait beaucoup trop de sang et l'œil était fermé, donc ils m'ont dit qu'il fallait attendre quelques jours. Donc pendant ces 3 jours, c'est juste le flou complet. Et après 3 jours, ils m'ont annoncé que le nerf optique a été coupé, ce qui ne me permettrait plus de voir de l'œil gauche. Après ça, tu rentres chez toi, ton œil qui double, triple de volume, tu commences à vraiment t'inquiéter. À ce moment-là, quand tu vois les médecins, 3 jours où tu dois attendre, entre guillemets, le diagnostic, le verdict, est-ce qu'on te parle de cette possibilité selon laquelle je ne pourrais plus voir de l'œil gauche, ou on te dit juste d'attendre? Ils m'ont dit d'attendre, ils m'ont dit de rester positif parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l'arrière. Donc ils m'ont dit sois patient, essaie de rester à la maison, essaie de pas trop bouger. Donc j'ai essayé. Tu te dis quoi? C'était flou, c'était très flou parce que je ne savais pas ce qui se passait. Parce que pendant ces 3 jours, justement, j'essayais d'ouvrir l'œil, j'essayais de voir ce qui se passait, mais je ne savais pas. Et en même temps, je ne savais pas encore si je devais appeler mon coach pour lui dire ce qui se passait, parce que c'était... Et en plus de ça, c'était juste après que ma mère ait reçu un appel de l'équipe de France pour que je vienne faire des essais. Donc c'était super flou. Dans ma tête, c'était bon. J'ai peut-être la chance de faire des essais avec l'équipe de France. Je vais aller à Notre-Dame dans environ 1 mois. Donc c'est bon, la vie, elle est belle. J'ai juste à continuer de travailler et tout va bien se passer. J'ai cet accident qui se passe et pendant ces 3 jours, je savais juste pas quoi. J'avais juste aucune idée. J'étais juste dans le flou. J'étais dans la chambre, je sortais pas et je me disais juste bon, je sais pas ce qui se passe, mais je vais revoir. Et c'est tout ce que je me disais. Je sais pas ce qui se passe, mais je vais revoir. Quand le verdict tombe, on t'annonce que le nerf optique est touché et que tu ne pourras plus voir de cet œil gauche. Qu'est-ce qui te passe par la tête en premier? Ta réaction? J'ai refusé d'y croire. J'y croyais plus. Je me souviens avoir parlé à mon coach qui m'a dit clairement écoute, ta bourse universitaire, elle est assurée. Maintenant, ce qu'il s'agit de ton futur dans le basket, je te promets rien, mais c'est de te concentrer sur tes études parce que c'est sûrement la voie que tu dois prendre. Et je me souviens leur avoir dit, genre, non, j'ai bossé trop dur pour arriver là. Tu penses peut-être, toi, que c'est fini pour moi, mais fais-moi confiance. Genre, juste ramène-moi à l'école, mets-moi sur le terrain et je me débrouillerai à jouer. Tu parlais de ta tante qui a vécu clairement quasiment tout en direct avec toi. Quelle a été la réaction de tes proches qui n'étaient pas proches de toi? La plupart, ils étaient de l'autre côté de l'Atlantique. Comment ça s'est passé pour ta famille et tes proches d'apprendre une nouvelle aussi difficile? C'était extrêmement traumatique. Je me souviens avoir reçu un appel de mon oncle qui m'a dit il faut que tu sois fort parce que ta mère pleure tous les jours. Donc c'était pas...
C'était limite. J'ai essayé de relativiser par rapport à ma blessure, mais en même temps, je devais m'assurer que mes proches s'en fassent pas trop, parce que j'étais pas avec eux. Donc, en recevant cet appel de mon oncle, ouais, ça a rendu les choses encore beaucoup plus dures, parce qu'à chaque fois que je les appelais, il fallait que il fa- Ça montre que tu es fort. voilà, il fallait que je garde cette image de personne qui a toujours sa vision, qui est toujours concentré sur son but et qui, malgré la blessure, va continuer à bosser pour arriver à ses fins. Mais quand on te dit que ta mère est en train de pleurer tous les jours, c'est compliqué, surtout que toi-même, tu sais pas ce qui va se passer. C'était dur, c'était très dur. Tu parlais de toutes ces opportunités qui arrivaient comme par hasard à ce même moment. Tu étais aux portes des équipes de France jeunes. C'était une belle revanche, j'imagine. Ton parcours ne s'était pas passé comme tu le souhaitais. Pour Notre-Dame, qui est tout le temps une des top 20 universités du pays, ton rêve américain peut enfin vraiment commencer. Attends, d'apparence, comme tu dis, tu es obligé de montrer que tout va bien, de montrer que tu t'apitoies pas sur ton sort. Mais en réalité, est-ce que l'état d'esprit, c'est comme si tout s'écroule ou au final, ça te fait redoubler de motivation? C'est complexe, parce que sur le coup, il y avait un mix des deux. Tout s'était écroulé, mais en même temps, je me disais que je ne pouvais pas trop me concentrer sur cet événement, parce que la vie, elle continuait. Donc je savais qu'il me restait 4 ans à l'université et que malgré cette blessure, c'était mon choix. C'était soit je me disais, bon, bah, je joue plus au basket, je me concentre sur mes études et c'est terminé. Soit je me dis, bon, j'ai 4 ans pour essayer. Donc pendant ces 4 ans, j'ai essayé et j'ai réussi à me remettre de ma blessure à l'œil. Mais j'ai commencé à avoir d'autres problèmes comme des tendinites et des trucs comme ça. Et je pense que c'était plus une représentation de ce qui se passait à l'intérieur de moi qui s'extériorisait. Ouais. Et ouais, ça m'a pris beaucoup de temps pour me rendre compte qu'il fallait juste que je laisse, que j'abandonne un peu le contrôle et que j'accepte juste la situation et que je me dise, tu sais quoi, tu prends ce qui vient, tu restes appreciative, tu restes appreciative de ce qui t'est offert. Et ce que tu peux plus avoir, bah, tu l'acceptes et tu continues de bosser. C'est de rester reconnaissant Ouais, voilà. de ce qui se passe et de faire laisser ce que tu peux pas contrôler ailleurs. C'est ça. Et il faut avoir une sacrée force de caractère pour en arriver à cet état d'esprit après tout ce que tu as vécu. Qu'est-ce qui t'a donné cette force justement? Ouais, non, je pourrais même pas te dire. Après cette blessure, il y a une sorte de reconversion mentale. Parce que comme je t'avais dit avant, c'était le basket, je me le suis approprié. Donc le basket, c'était devenu ma personne. Donc après cette blessure, j'ai un peu perdu de ma personne. Et c'est dur de naviguer dans un monde où la personne que tu pensais être n'est plus. Et les seuls messages que je recevais à l'époque, c'était oui, force à toi, reste fort, tu pourras jouer au basket et tout. Donc dans ma tête, je me disais, bon, il faut que je trouve un moyen de le faire, mais en même temps, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Donc c'était un processus très long, où il fallait que j'oublie un peu cette identité que je m'étais faite dans le basket, et que je me refasse une personne, et que je me refasse à l'idée que t'es pas juste un basketteur. Tu aimes le basket, c'est un sport que tu aimes faire, que tu aimes bosser dessus, mais tu es bien plus que ça. Et à partir de là, je me suis permis à naviguer dans le monde de manière un peu différente, et ça m'a permis aussi de me remettre dans le basket un peu plus. Et on parle beaucoup de basket, mais au final, voilà, la vue, c'est quelque chose dont on ne saurait se passer dans la vie de tous les jours en général. Comment tu as pu te réhabituer? J'imagine qu'au niveau de tes repères, de tes réflexes, ça a changé beaucoup de choses. Comment tu t'adaptes à tous ces changements déjà dans la vie de tous les jours au quotidien? Donc je me souviens, le lendemain, après ma blessure, j'ai essayé d'attraper une télécommande. Et vu qu'il y a un œil qui te permet de voir près et un autre œil qui te permet de voir loin, bah, ça te permet d'un peu de jauger la distance de chaque élément qui t'entoure. Après ma blessure, je me souviens avoir essayé d'attraper une télécommande et j'ai dû essayer de l'attraper 3 fois avant de pouvoir l'attraper. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, genre, oula, là, je sais vraiment pas ce qui va se passer. Et 2 jours après ça, je suis parti jouer.
j'ai essayé de tirer un 3 points et je te promets que j'étais à la ligne de 3 points, j'ai pris un tir, la balle a dû atterrir au milieu de la raquette. Et je pensais vraiment que j'avais mis assez de force pour arriver au panier. Et oui, donc sur les 2-3 premiers mois, j'ai eu extrêmement peur. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je vais naviguer dans la vie si j'arrive plus à jauger la distance entre moi et les éléments qui m'entourent. Et au fur et à mesure, je me suis juste rendu compte que la machine humaine, elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pense. Donc mon corps, il s'est juste habitué tout seul. Genre, je peux même pas essayer de dire que oui, c'est moi qui ai fait le travail. Non, c'est mon corps qui s'est juste habitué tout seul et c'est juste revenu petit à petit. Mon corps s'est adapté à mon niveau de vision. Et aujourd'hui, maintenant, j'arrive à jauger les distances de manière normale. Quand tu m'expliques l'exemple de la télécommande, tu t'es pris de panique en fait à ce moment-là, non? Ouais, c'était flippant. Bah, c'était pendant les 3 jours où j'étais complètement dans le flou parce que je me disais, bon, il faut que j'appelle mon coach pour lui dire ce qui s'est passé. Il faut sûrement que je rappelle l'équipe de France pour leur dire ce qui s'est passé. J'ai envie de jouer, mais en même temps, je sais que je ne peux même pas attraper une télécommande. Donc, comment est-ce que je vais faire pour attraper un ballon qui vient vers moi à 20-30 km/h? Donc pendant ces moments-là, oui, je me posais un tas de questions. Je me dis, bon, comment je vais faire? Je ne peux pas juste dire, oui, c'est fini. Donc je me suis juste donné le temps de rien dire. Et puis bon, une fois que le news est sorti, j'ai fait la première page de Yahoo et j'ai même pas eu le temps de... C'est tellement c'est parti. Ouais. Tous les messages se sont enchaînés. Mm-hmm. Et du coup, cet accident, il te contraint de ne pas participer à la saison NCAA 2013-2014 avec Notre-Dame. Est-ce que tu as des souvenirs un petit peu de la première fois où tu as refoulé le parquet, même à l'entraînement, avec tes coéquipiers, ou bien la première fois que tu as refait un vrai workout avec un coach? Quelles ont été les sensations? C'était les mêmes, j'arrivais pas à toucher le arceau. Je faisais des airball layups pour te dire à quel point c'était compliqué. Mais je me souviens que mon premier entraînement avec Notre-Dame, je suis arrivé et Coach Bray, qui est un homme de classe, honnêtement, c'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis, qui m'a présenté à l'équipe et qui leur a expliqué un peu ce qui s'était passé. Et j'étais très appréciatif jusqu'à ce qu'ils disent, genre, bon, malgré le fait qu'il ne pourra sûrement pas jouer avec nous, on l'accueille. Et l'équipe qui m'a donné une sorte de standing ovation, je me suis un peu senti mal parce que je me dis, j'ai pas envie d'être la personne qui fait pitié un peu. Oui, voilà, j'ai pas envie que les gens aient pitié de moi ou de ma situation. J'ai envie d'être un joueur comme vous l'êtes. Même si il faudra que pendant le premier mois, je me fasse marcher dessus, écraser. C'était la vision que j'avais pour moi-même, mais c'était pas la vision que eux, ils avaient pour moi. J'ai l'impression que à chaque fois que toi tu faisais des efforts, que tu passais un cap, que tu continuais à croire en ce rêve de devenir basketteur professionnel, au final, même des personnes qui te voulaient du bien, c'est l'exemple de ton coach à l'université, à chaque fois on te remettait quelque chose sur la table en t'expliquant en te faisant comprendre inconsciemment que ça ne se passera pas comme tu voudras en fait. Oui, exactement. Bah, j'ai même entendu Coach Bray dire à un des assistants une fois qu'il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Et je me disais, j'avais juste envie de lui gueuler dessus et dire, mais je sais, ça m'arrive à moi, donc c'est pas à toi de me dire ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'était dur parce que je voulais une chose et tous les gens qui me voulaient du bien me disaient, tu sais quoi, mets cette chose de côté. Au lieu de voir ton positivisme comme de l'ambition, on le voyait plutôt comme quelqu'un qui était dans le déni en fait. Ouais, voilà, j'étais complètement delusional, désillusion. Ouais. Et ouais, bah, c'est dur, c'est très compliqué à naviguer. Parce que il n'y a pas une personne qui te comprend. Parce que tout le monde voit que tu as envie de jouer, mais il voit aussi, surtout à l'époque, j'avais pas la prothèse que j'ai. Donc tu voyais mon œil qui fonctionnait pas. Donc ils m'entendaient dire que je voulais jouer, ils me voyaient aller au terrain, mais ils se disaient tous, bon, tu vois bien que tu es différent maintenant. Et à l'époque, je voulais pas l'entendre. Et du coup, tu parlais de cette période pendant laquelle tu n'avais pas encore ta prothèse. Donc ça se voyait en fait, de l'accident que tu avais eu se voyait au niveau de l'œil. J'imagine qu'il y avait le regard des autres, qui n'était pas facile à gérer, aussi bien au basket au final que dans la vie de tous les jours. Comment tu as géré ça?
Au début, j'évitais beaucoup le contact humain. Socialement, c'était très compliqué. Surtout mes 2 premières années à Notre-Dame, je me souviens que bon, tout le monde à l'école était au courant de ce qui s'était passé. Donc à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ils étaient très admiratifs et ils voulaient me regarder dans les yeux. Et à cette époque-là, je pense pas avoir regardé une personne dans les yeux pendant 2 ans de ma vie. Je gardais les yeux vers le bas, j'avais une casquette, j'évitais toujours le eye contact avec toutes les personnes que je rencontrais. Et ouais, c'était aussi dur socialement que sur le terrain de basket parce que, comme je t'ai dit, j'avais un peu perdu de ma personne avec ce manque sur le terrain de basket et avec le fait que maintenant, même socialement, je pouvais plus communiquer comme j'aimais le faire avant. Et oui, avec la prothèse que j'ai eu ma 3e année à l'université, mon année junior, ça m'a permis au moins de pouvoir relever le menton et de regarder les gens dans les yeux, ce qui m'a permis de un peu me remettre dans la société active, de redevenir une personne plus ou moins normale, qui m'a ultimement permis de me remettre aussi sur le terrain de basket. Je, je- je me suis toujours dit que j'étais le créateur de ma réalité. Mais c'est pour ça que je me suis dit, en bossant, tu vas arriver à là, en disant les choses, tu vas les ramener à la vie. Et quand je voyais toutes ces choses qui m'arrivaient alors que je disais quelque chose qui était complètement autre, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre ma pensée et ma parole. Parce que malgré le fait que je disais je vais jouer au basket, je vais me remettre de mes blessures, tout va bien se passer, à l'intérieur, c'était l'opposé. J'avais peur. Je ne savais pas comment naviguer dans le monde, je me sentais seul. Et ce que je manifestais, c'était cette peur intérieure. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le rapprochement entre ce que je voulais réellement et cette pensée de peur. Et c'était un très gros travail mental qui m'a pris beaucoup de temps, mais qui m'a permis ensuite d'ultimement revenir à la personne que j'étais ou devenir une nouvelle personne. Et donc arrive enfin ce jour où tu as pu rejouer en match officiel. Du coup, tu as pu prendre part à la majorité des matchs avec cette équipe de Notre-Dame, mais dans un rôle complètement différent parce que je le rappelle, toi, avant d'intégrer l'université, tu étais top prospect du pays. Et puis surtout, tu avais toutes les universités, les meilleures universités du pays qui te recrutaient. Tu as choisi Notre-Dame. Et finalement, tu arrives dans un rôle quelques années plus tard qui n'est pas celui que tu avais envisagé. Tu aspirais à intégrer un jour la NBA. Comment tu vis ce changement de rôle? À l'époque, c'était il y avait beaucoup de confusion. Je comprenais pas le changement de rôle. Je me souviens que mes premiers entraînements, je continuais à jouer comme si j'étais le même joueur de high school. Et je le voyais dans les réponses que le coach Bray me donnait à l'époque. Il me disait, c'est pas un bon tir pour toi, Eric. Et bon, à force de me dire ces choses-là, je me suis vite rendu compte que, ok, bon, c'est plus moi qui vais prendre ces tirs-là. Et avec toutes les, avec tous les difficultés sociales que j'ai rencontrées au cours des dernières années, c'était plus facile pour moi de m'adapter à ce rôle-là. Je me dis, bon, soit apprécie le fait d'être dans cette équipe, donne ce que tu peux donner, et s'il faut que tu réajustes tes ambitions et tes buts, tu le feras et c'est pas un problème et la vie continue. Mais c'est vrai que les 2-3 premiers entraînements, enfin 2-3 premiers mois, c'était très dur. Il y avait beaucoup de résistance entre moi et Coach Bray. Je me souviens, j'allais monter le ballon, prendre des 3 points et il a juste me regarder et dire ça fait 2 ans que tu n'as pas joué. Genre, calme-toi. Situation. Et j'étais entouré de joueurs aujourd'hui qui jouent en NBA ou qui jouent en Euroleague. Donc je me suis dit, essaie de les aider, essaie d'apprendre d'eux pour que toi, dans le futur, une fois que tu pourras te remettre sur les terrains, tu puisses prendre cette expérience et te l'approprier pour que ça puisse t'aider. Ouais, j'en ai beaucoup parlé avec Coach Bray. Et Coach Bray m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a dit que tu ne te rends pas compte de la valeur que tu as dans cette équipe parce que juste avec ton expérience, les autres joueurs de l'équipe te voient comme une sorte de motivation. Tu motives beaucoup de gens. Et en disant ça, c'est vrai, il m'a permis de voir ma situation de manière différente, ce qui m'a permis de mettre oui, à mettre d'autres joueurs en avant malgré le fait que ce ne soit pas moi qui joue. C'est dur d'aller voir quelqu'un qui est en dépression et d'être toujours là pour lui. Et à l'époque, je l'étais en dépression.
Donc je me suis rendu compte que j'étais un peu devenu cette personne qui tirait un peu les gens vers le bas parce que je parlais toujours de mon histoire. Et j'étais toujours, oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et à la longue, ça devient lourd de parler à quelqu'un comme ça. Donc oui, j'ai perdu contact avec beaucoup de personnes, malheureusement ou heureusement. Mais je l'ai pas, avec du recul en tout cas, je l'ai pas mal pris. Je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup de personnes qui vont tourner, qui vont avoir tendance à graviter autour de toi quand tout va bien. Et quand tout s'est mal passé, c'est vrai il y a un tas de personnes qui ont disparu. Basketteur professionnel, tu as atteint ton objectif, tu as joué dans plusieurs championnats, je le disais tout à l'heure, le championnat de France notamment. J'imagine que ça doit être un sentiment de fierté immense. Et surtout, est-ce que tu as conscience de ce que ton histoire, ton parcours, à quel point il est inspirant et de quelle façon tu penses tu peux aider les plus jeunes, par exemple? Jusqu'aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à me rendre compte que mon histoire est si inspirante que ça. Mais c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit. Et je suis quelqu'un d'ouvert. Tu le sais très bien. Si je peux aider qui que ce soit, j'essaierai toujours de trouver une minute pour pouvoir aider. Mais c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à me rendre compte que ce que je fais, ouais, ouais, pour moi, c'est des moments durs que j'ai vécus et que j'ai réussi à m'en sortir. Mais je me sens pas spécial et je pense que tout le monde pourrait faire quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est effrayant, ça fait peut-être peur. Mais c'est vrai que je me sens pas particulièrement spécial. C'est quand j'étais jeune, avec toutes les accolades, toutes les récompenses que j'ai eues, c'est vrai que je m'étais un peu mis sur un piédestal et je pensais que j'étais mieux que les autres. Mais cette blessure m'a fait me rendre compte que, en fait, non, on est tous pareils. Et il y a certains humains qui arrivent à manifester leurs ambitions plus que d'autres parce qu'ils se le permettent. Mais après, c'est plus une question de connaissance qu'autre chose. Connaissance de soi-même. C'est ça. Et la dernière fois qu'on parlait, tu m'expliquais qu'il y avait une chaîne de télévision qui était venue faire un reportage sur toi, un portrait, et qui avait voulu nommer mettre en gros titre le mot handicap, fait, alors que tu leur avais dit de ne pas le faire. Tu refuses, toi, qu'on qualifie ce que tu as vécu dans l'œil d'handicap. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ce mot handicap crée une sorte de réalité et je refuse de me l'approprier. Je ne me vois pas comme un handicapé. Je vois pas, même juste après ma blessure, quand je voyais certaines personnes qui avaient pitié de moi, c'était un sentiment que je refusais d'accepter. Et je pense qu'en refusant d'accepter ce sentiment-là, ça m'a permis de continuer à faire ce que je faisais malgré cette blessure. Donc oui, ce mot handicap, je l'utilise pas, je m'identifie pas. Ça ne me caractérise pas. Ouais. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cet article sortir, je l'ai un peu mal pris. Mais après, bon, ça fait partie du boulot. On n'est pas tout le temps au contrôle de ce qui sort des interviews ou quoi que ce soit. Je te remercie. Ouais, je te remercie à toi. Merci à toi pour ce discours super inspirant, super poignant. Je pense que vraiment c'est une belle leçon de vie pour toutes les personnes qui vont nous suivre. Et avec la team Superman, on te souhaite le meilleur dans tous les projets à venir et bon courage pour le basket aussi. Merci à vous aussi, hein, courage à vous et bonne chance à toi pour ta campagne avec l'équipe de France.